Immense plaisir d'accueillir notre nouveau membre, euh, avec qui j'ai depuis quelques décennies, on va dire, des relations à la fois d'amitié, de collaboration académique. Bon, je ne vais pas tracer tout le parcours parce que ça prendrait trop de temps. Enfin, en résumé, Alain est professeur honoraire du CNAM, où il avait la chaire de commerce, et il a également été le créateur d'une entreprise dont tu pourras dire un mot, et il a aussi passé beaucoup de temps dans la création d'un master prestigieux entre Polytechnique et HEC, master entrepreneur, où il a formé chaque année des créateurs de start-up venant des deux écoles, chacune dans son domaine au premier rang. Et voilà, et il a accepté donc de venir nous rejoindre. Bravo, merci Alain, et tu as la parole. Merci beaucoup à vous tous, à vous toutes et tous, de m'accueillir. Effectivement, j'ai un parcours qui n'est pas totalement linéaire puisque tu as oublié de préciser, Jean-Paul, que je suis à l'origine un officier de Ah oui, l'armée oui. française, puisque j'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, devenue l'Académie militaire de Saint-Cyr, et que j'ai été effectivement officier d'artillerie pendant quelques années avant de rejoindre l'entreprise, puis effectivement d'entreprendre moi-même, et enfin de rejoindre d'abord le CNAM et ensuite HEC Paris, où j'ai eu effectivement la chance de diriger ce programme entrepreneur. Alors j'ai mis un fond d'écran californien, donc ça rappelle cette passion pour l'entrepreneuriat. Et effectivement, qui est devenu un master commun à l'École polytechnique et à HEC Paris. Et on est très fiers puisque il y a quelques jours, nous avons eu un article disant que nous avions apporté le plus grand nombre d'entrepreneurs français dans le célèbre incubateur de San Francisco qui s'appelle Y Combinator, qui a incubé à peu près tout ce qu'il y a de plus brillant dans la Silicon Valley. Et effectivement, nous sommes la première formation européenne qui approvisionne, si j'ose dire, cet incubateur. Mais naturellement, nous n'avons pas que des entrepreneurs dans le domaine de la technologie, et certains ne partent pas aux États-Unis, fort heureusement pour notre pays. Nous avons aussi des entrepreneurs dans des tas de domaines, en particulier dans la food, dans l'alimentaire, puisqu'on a des brillantes réussites. Vous avez peut-être déjà mangé une pizza dans les restaurants Big Mama à Paris ou un burger dans les restaurants Paris-New York. Voilà, on a plusieurs très belles réussites dans le domaine de la restauration. Voilà. Et donc, peut-être je vais enchaîner sur Mais juste mon si tu permets, propos. tu as oublié de dire quand même que tu avais passé un doctorat entre Ah, ta ah, période d'entrepreneur et... oui, oui, absolument. Un doctorat d'ailleurs d'informatique, ce qui fait qu'effectivement, ça achève le côté atypique de mon parcours, puisque je suis un officier d'artillerie, donc en fait ingénieur de Saint-Cyr, puisque Saint-Cyr délivre un diplôme d'ingénieur, et j'ai poursuivi effectivement un doctorat à Dauphine, au tout début de l'informatique des organisations à Dauphine, sur un thème qui était d'ailleurs très proche de la communication et du commerce, puisqu'il s'agissait de l'automatisation des plans de campagne d'une agence de publicité. Donc, effectivement, on était assez proche déjà de la communication et du commerce. Voilà. Et donc, ce doctorat m'a permis effectivement d'accéder plus tard à l'enseignement supérieur, et en particulier au CNAM d'abord, et comme je le rappelais, à HEC ensuite. Voilà, donc peut-être cette fois puis-je commencer Tout à à fait, cette conférence tout à fait. inaugurale, puisqu'en fait, je crois qu'il faut peut-être que tout le monde coupe son micro, parce que sinon ça va faire Voilà, de ça va pas l'écho. faire.
Ouais, voilà. Donc, je vais essayer de vous dire, après vous avoir rappelé ma profonde gratitude de m'avoir accueilli, je vais essayer de vous démontrer ce soir que les transformations très importantes que nous traversons, les transformations politiques, sociales que nous traversons, place en fait la négociation, et je vais centrer ma conférence de ce soir sur la négociation au cœur même de nos défis contemporains. Et je vais essayer de vous convaincre que la négociation est passée finalement du statut d'élément fondamental de la relation commerciale à un véritable mécanisme qu'on pourrait baptiser donc de civilisationnel. Et donc, je vais m'appuyer là-dessus pour démarrer sur la formule de l'économiste François Rachlin que j'aime beaucoup, qui a effectivement dit dans un de ses livres que le vendre a succédé au prendre, formule que je vais tout à l'heure compléter, mais qui résume pour moi assez admirablement cette trajectoire civilisationnelle qui nous a amené de ce qu'il appelle l'économie du butin médiéval, à l'économie de marché moderne. Voilà, et que cette évolution est loin d'être anecdotique parce qu'elle constitue une véritable révolution une véritable révolution dans la manière dont les êtres humains abordent finalement les relations d'échange et par voie de conséquence l'ensemble des relations sociales. Euh, je vais soutenir que si le vendre a succédé au prendre, selon la formule de Rachlin, je pense que nous pouvons ajouter qu'il précède l'entreprendre, ce qui forme ainsi une forme de chaîne évolutive. La négociation art ancestral et sciences contemporaines à la fois se trouve à la croisée de cette évolution, et je souhaiterais donc développer devant vous la thèse selon laquelle la négociation représente bien plus qu'une simple compétence commerciale, mais quel est le fondement même non seulement de l'entrepreneuriat moderne, mais aussi une compétence politique essentielle et finalement un mécanisme civilisationnel qui transforme les rapports de force de façon globale en rapports d'échange. Donc le basculement historique, comme le souligne François Rachlin dans son ouvrage de Zéro à Epsilon, mérite d'être relevé. Effectivement, l'économie médiévale dominée par ce qu'il nomme opportunément l'économie du butin reposait fondamentalement sur l'appropriation par la force. Et donc la richesse s'acquérait principalement par la conquête, le pillage, l'extorsion, autant de modalités du prendre. Et ce système, à la fois profondément évidemment instable et générateur de violence, a progressivement cédé la place à une économie fondée sur l'échange consenti. Et cette idée traverse également l'œuvre de Fernand Braudel, qui, notamment dans sa monumentale étude Civilisation matérielle, économie et capitalisme, démontre comment les pratiques marchandes ont graduellement façonné un nouveau type de rapport social. Les foires médiévales, les comptoirs commerciaux, les bourses de commerce ont institutionnalisé des espaces où la persuasion remplaçait la coercition, où la négociation supplantait l'imposition unilatérale en termes d'échange. Et ce basculement s'est accompagné d'une transformation progressive mais profonde des institutions, comme l'a souligné le prix Nobel Douglas North dans son analyse institutionnelle de l'économie. Les sociétés qui ont prospéré sont celles qui ont su créer des cadres permettant cette négociation contractuelle et en particulier la sécurisation des engagements qu'elle apporte. La révolution commerciale précède ainsi, de mon point de vue, la révolution industrielle en ce qu'elle instaure les fondements d'une société où l'échange négocié devient la norme. La négociation est devenue une forme évoluée d'alternative à la violence, et ce sont les travaux de René Girard sur le désir mimétique et la violence sociale qui nous permettent, quant à eux, d'appréhender la négociation sous un angle plus anthropologique, négociation qui apparaît comme un dispositif de canalisation ce que Girard appelle les rivalités mimétiques, permettant de substituer à la confrontation violente une compétition régulée par des règles communes.
Dans cette même perspective, l'émergence des pratiques commerciales basées sur la négociation constitue une innovation sociale majeure, comme l'a démontré Albert Hirschman dans son magistral Les passions et les intérêts. Le développement du commerce a été théorisé par les penseurs des Lumières comme un puissant antidote aux passions destructrices. Donc le doux commerce, selon l'expression de Montesquieu, pacifie les relations en substituant l'interdépendance calculée à l'hostilité naturelle. Si le vendre succède au prendre, je soutiens qu'il précède l'entreprendre. L'entrepreneur est une forme de négociateur universel. Affirmer que négocier est la première compétence des entrepreneurs n'est pas une hyperbole, mais bien une observation empirique vérifiable. L'entrepreneur, par essence, est un créateur de valeur qui doit constamment négocier à différents niveaux avec les investisseurs pour le financement de ses projets, avec ses fournisseurs, avec les clients, bien sûr, pour la vente de ses produits, mais aussi avec ses employés pour l'organisation du travail. Comme l'ont démontré plusieurs auteurs, mais notamment William Salman, l'entrepreneuriat se définit moins par la possession des ressources que par la capacité à les mobiliser. Et cette mobilisation repose fondamentalement sur la capacité de négociation. La négociation et donc la littérature académique sur la négociation a vu également ce processus comme un processus de création de valeur, ce qui va dans le sens de l'idée que le vendre précède l'entreprendre et que donc le prendre, le vendre et l'entreprendre s'enchaînent. La littérature académique, on le sait, sur la négociation a considérablement évolué, notamment depuis les travaux de Fisher et Ury à Harvard. Leur approche de la négociation raisonnée a transformé notre compréhension du phénomène en déplaçant l'attention des positions antagonistes vers les intérêts sous-jacents des parties prenantes. Et cette perspective trouve une résonance particulière dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneur ne se contente pas de capturer une valeur existante, il en crée de nouvelles. Et comme l'ont souligné Lax et Sebenius, également d'Harvard, la négociation peut donc être appréhendée comme un processus de création conjointe de valeurs, suivi d'une répartition de celles-ci. On touche du doigt la proximité avec l'entrepreneur. Or, les entrepreneurs négociateurs sont également des agents de transformation sociale. Au-delà de la création de richesses économiques, les entrepreneurs jouent un rôle fondamental dans la transformation sociale de nos sociétés. On le sait depuis Joseph Schumpeter, qui, dans sa théorie fameuse de la destruction créatrice, a considéré les entrepreneurs comme des agents du changement par excellence. Et comme l'a très largement démontré la recherche en entrepreneuriat depuis le début de ce millénaire, cette fonction transformatrice repose fondamentalement sur leur capacité à négocier avec l'ensemble des parties prenantes de leur écosystème. Les travaux notamment d'Howard Stevenson et de Carlos Rayo sur l'entrepreneuriat comme poursuite d'opportunités au-delà des ressources contrôlées, notamment mettent en lumière de façon très robuste et convaincante cette dimension. C'est précisément par la négociation que l'entrepreneur parvient à mobiliser des ressources qu'il ne possède pas pour réaliser sa vision. Et comme l'affirme Bygrave dans sa formule célèbre, les entrepreneurs changent le monde. Ils changent le monde, mais ils le font essentiellement, en définitive, à travers leur capacité à négocier de nouvelles réalités avec une multitude d'acteurs. Cette dimension politique et sociale de l'entrepreneuriat nous conduit naturellement à examiner par contre-coup comment la négociation s'inscrit plus largement dans la sphère politique et la transformation des sociétés contemporaines. L'actualité récente, évidemment, nous offre une illustration saisissante du rôle central de la négociation dans la sphère politique. Le cas très controversé, bien sûr, mais important de Donald Trump est particulièrement emblématique à cet égard. Avant même son entrée en politique, on le sait, Trump avait, un entrepreneur d'ailleurs, avait forgé son image publique autour de ses capacités supposées de négociateur, notamment à travers son livre The Art of the Deal. Sa première présidence, puis son retour à la Maison-Blanche aujourd'hui ont été marqués par une approche vigoureusement transactionnelle des relations internationales, transformant les questions traditionnellement abordées sous l'angle diplomatique en négociations explicites, qu'il s'agisse des relations commerciales avec la Chine, des discussions avec la Corée du Nord, des accords du Moyen-Orient,
Trump a appliqué des techniques de négociation issues du monde des affaires à la politique internationale. Les analyses académiques de cette approche restent divisées et le personnage reste extrêmement clivant, mais pour certains spécialistes, notamment Robert Jervis, qui a écrit là-dessus en 2017, cette stratégie représente une rupture probablement dangereuse avec les normes diplomatiques établies, alors que pour d'autres, elle constitue une adaptation pragmatique à un monde multipolaire où la négociation d'intérêts concrets supplante les abstractions idéologiques. Le cas, lui aussi très polémique, d'Elon Musk illustre une autre dimension du pouvoir de négociation et du pouvoir de négociation des entrepreneurs. Sa capacité à mobiliser des ressources colossales pour des projets visionnaires comme Tesla, SpaceX et d'autres repose, on l'a compris, sur un talent exceptionnel pour négocier simultanément avec des acteurs aux intérêts très divergents, investisseurs financiers, agences gouvernementales, etc. Beaucoup de travaux sur l'innovation de rupture montrent comment les entrepreneurs innovateurs doivent nécessairement devenir des négociateurs d'exception pour surmonter les pièges mortels de cette célèbre, depuis les travaux de Geoffrey Moore, de cette célèbre vallée de la mort, cette phase critique où l'innovation doit convaincre simultanément de multiples parties prenantes pour franchir les gouffres qui la guettent. La capacité de négociation de Musk s'étend désormais, on le sait, à la sphère politique, comme en témoigne son influence croissante sur des questions allant de la régulation de l'intelligence artificielle à tous les programmes gouvernementaux, en passant par les infrastructures de transport du futur. Et on peut considérer qu'on assiste ici à l'émergence d'un nouveau modèle d'influence où le pouvoir de négociation économique se convertit en quelque sorte en capital politique. Parallèlement à cette évolution du rôle et de la vision moderne de la négociation le levier entrepreneurial, euh, la négociation elle-même, les évolutions de l'étude de la discipline ont affirmé un statut de plus en plus scientifique. Et donc, on a deux mouvements parallèles qui s'opèrent et sans prétendre être exhaustifs, on sait que les approches récentes, que ce soit celle du prix Nobel Daniel Kahneman avec son collègue Tversky sur la théorie des biais cognitifs, celle de Max Bazerman et de Margaret Neal, qui ont appliqué ces avancées à la négociation en démontrant comment les biais d'ancrage, l'aversion aux pertes, les illusions du contrôle influencent le processus de négociation. Tous ces travaux ont finalement ouvert la voie à une approche de plus en plus prescriptive visant à améliorer les pratiques de négociation par la correction des biais cognitifs et plus récemment encore, les recherches en neuroéconomie, notamment de Colin Kammerer, ont permis d'identifier des substrats neuronaux activés lors des processus de négociation, révélant l'intrication complexe des mécanismes émotionnels et rationnels. Toutes ces avancées couvrent des perspectives fascinantes pour comprendre les fondements théoriques et biologiques des compétences du négociateur. Dans le domaine scientifique, l'approche culturelle et contextuelle a aussi été très largement développée dans les dernières années, notamment par les travaux de Jan Brett sur les négociations interculturelles qui ont considérablement enrichi notre compréhension de la dimension culturelle des processus de négociation. Dans le contexte de la mondialisation accélérée des échanges, cette perspective revêt une importance évidemment essentielle, cruciale. Et on retrouve les entrepreneurs qui opèrent dans des environnements multiculturels et qui doivent développer ce que Michel Guelfand appelle l'intelligence culturelle négationnelle, pardon, la capacité donc à adapter leur stratégie de négociation au contexte culturel spécifique. Cette évolution des cadres théoriques vers une plus grande scientificité de la négociation et des méthodes d'analyse de cette négociation marque bien un basculement progressif de la négociation comme art individuel vers une science codifiable et transmissible. Si historiquement la capacité à négocier était perçue comme un talent inné ou une habileté acquise par l'expérience, les développements donc académiques de ces dernières années ont permis d'identifier des principes, mécanismes et heuristiques universellement applicables. Et donc cette évolution
de la science de la négociation renforce, de mon point de vue, son statut de compétence civilisationnelle, puisque c'est l'objet de mon propos. En effet, contrairement à un art qui est principalement lié au talent individuel qui est très exploité par les entrepreneurs, une compétence scientifiquement fondée peut être davantage enseignée, diffusée, institutionnalisée, et la négociation devient ainsi une technologie sociale transférable capable d'améliorer structurellement la capacité des organisations et des sociétés à gérer leur interdépendance et leurs conflits. Cette transformation de l'art de la négociation en science appliquée permet de mieux comprendre en particulier comment la négociation peut constituer un véritable mécanisme civilisationnel essentiel pour relever les défis complexes auxquels nos sociétés contemporaines sont confrontées. Et d'ailleurs, la négociation prend place aujourd'hui face aux mutations contemporaines de façon significative. La négociation à l'ère numérique et l'avènement des technologies numériques ont transformé profondément les modalités de la négociation. Là-dessus, les travaux de Katch et de Rifkin sur la résolution des conflits en particulier ont ouvert un champ d'investigation fécond sur les spécificités de la négociation médiatisée par les technologies. Plus récemment, les recherches de Ebner sur la e-negotiation montrent comment les plateformes numériques modifient les dynamiques traditionnelles, réduction des indices non verbaux, asynchronicité possible des échanges, etc. Quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur les processus de négociation, il mérite une attention particulière, et en particulier les travaux de Thomson et de Kurzberg, assez récents, identifient trois niveaux d'intégration: l'intelligence artificielle comme support de la négociation, l'intelligence artificielle comme médiateur de la négociation et l'intelligence artificielle à terme comme négociateur autonome, système capable de mener des négociations complexes, perspective qui n'est pas encore atteinte et qui reste effectivement controversée, mais qui est décrite par ces auteurs. Donc dans ce contexte émergent où finalement la science de la négociation se durcit et son impact ou l'impact croisé de la technologie sur la négociation deviennent assez cruciales. Si les algorithmes peuvent optimiser des paramètres quantifiables, ils peinent encore bien sûr à intégrer les dimensions émotionnelles, culturelles et éthiques. La créativité dans la recherche de solutions inédites et la capacité à établir une confiance authentique demeurent des avantages comparatifs humains décisifs, heureusement pourrait-on dire. Euh, mais au-delà de l'impact de ces technologies et en même temps nourries par elles, il est ainsi permis pour moi de considérer à la suite de Strauss que nous nous dirigeons vers une véritable société de l'ordre négocié. Et je voudrais effectivement terminer sur ce point. Les mutations contemporaines des processus de la négociation s'inscrivent pour moi dans une transformation plus profonde des modes d'organisation sociale, et donc à la suite des travaux du sociologue interactionniste Ansel Strauss sur le concept d'ordre négocié. Ces travaux offrent un cadre théorique qui me paraît particulièrement fécond pour appréhender ces évolutions. Pour Strauss, l'ordre social n'est jamais donné ni imposé de manière définitive, mais continuellement produit et reproduit par des processus de négociation précisément entre acteurs interdépendants. Et cette perspective permet de dépasser l'opposition classique entre approche structurelle et approche individualiste. Dans son ouvrage fondateur Negotiation, Varieties, Context, Processes and Social Order, Strauss démontre comment les institutions, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, sont constamment façonnées par des négociations en contexte impliquant des acteurs aux ressources, intérêts et représentations hétérogènes. Et cette approche trouve des échos dans des travaux encore plus récents sur la gouvernance polycentrique des biens communs, notamment les travaux d'Ostrom, autre prix Nobel d'économie, qui a démontré comment des communautés d'acteurs parviennent à gérer durablement des ressources communes, non par l'imposition de règles externes, mais par la négociation continue de normes mutuellement acceptables, ce à quoi devraient songer nos hommes politiques et nos négociateurs, et nos hommes politiques et nos gouvernants.
Cette évolution vers ce que nous pourrions donc nommer cette société de l'ordre négocié s'observe dans de multiples domaines, dans l'entreprise où les modèles hiérarchiques cèdent la place à des formes d'organisation plus participatives qui nécessitent donc des capacités de négociation, dans les relations internationales où la gouvernance des enjeux globaux repose désormais de plus en plus sur des réseaux complexes d'acteurs étatiques et non étatiques engagés dans des processus permanents de négociation, et aussi dans la sphère publique où les politiques sont de plus en plus co-construites, on le voit particulièrement en France d'ailleurs, par des processus délibératifs impliquant experts, décideurs, citoyens. Les travaux de Latour sur la théorie de l'acteur réseau et ceux de Calon sur la démocratie technique enrichissent cette perspective en montrant comment la négociation devient le mode opératoire presque fondamental des sociétés confrontées à l'incertitude scientifique et à la complexité des enjeux contemporains. La négociation devient ainsi une véritable compétence civilisationnelle face aux défis sans précédent auxquels l'humanité est confrontée, changements climatiques, transitions technologiques diverses. La capacité à négocier des solutions mutuellement acceptables apparaît en définitive plus cruciale que jamais. De nombreux travaux, dont notamment ceux d'Amartya Sen sur la justice comme équité, suggèrent que le progrès social ne peut émerger que d'une raison publique capable de négocier, encore une fois, des compromis justes entre des conceptions divergentes du bien. Cette approche qui refuse tant l'absolutisme moral que le relativisme radical, dont on espère qu'un jour le président des États-Unis s'inspirera, place la négociation raisonnée au cœur du processus démocratique. Et dans une perspective complémentaire, on sait que Habermas a développé le concept d'agir communicationnel comme alternative à l'agir stratégique. Là où ce dernier vise la maximisation des intérêts particuliers, l'agir communicationnel cherche à établir par la discussion argumentée des normes acceptables par tous les acteurs concernés. Donc la négociation, dans ce cadre, n'est plus seulement un instrument d'ajustement des intérêts, comme elle l'était dans la relation commerciale, mais le processus même par lequel se construit une rationalité collective. Et donc on voit bien ce mécanisme civilisationnel qui est à l'œuvre. Les recherches empiriques récentes sur la résolution des conflits environnementaux menées notamment par Susskind confirment la fécondité de cette approche, et ces travaux montrent comment des processus de négociation multipartites peuvent transformer des situations apparemment bloquées en opportunités de création de valeurs collectives. La négociation apparaît ainsi, au terme de ces quelques minutes, comme bien plus qu'une simple compétence commerciale ou même politique. Elle constitue cette véritable compétence civilisationnelle indispensable pour naviguer dans un monde caractérisé par l'interdépendance croissante des acteurs et la complexification des enjeux, et où les entrepreneurs sont le plus souvent au cœur des transformations de notre société. Au terme de cette exploration, la formule selon laquelle négocier est la première compétence des entrepreneurs apparaît en définitive comme une vérité fondamentale, non seulement pour le monde des affaires, mais pour nos sociétés dans leur ensemble. Et le basculement du prendre au vendre, identifié par François Rachlin, que nous avons prolongé en observant que si le vendre succède au prendre, il précède l'entreprendre, constitue bien une transformation civilisationnelle dont nous continuons à explorer les ramifications. La négociation, loin d'être seulement une simple technique commerciale, représente donc un paradigme alternatif à la violence et à la coercition. Elle incarne cette capacité proprement humaine à créer de la valeur par la coopération tout en gérant pacifiquement des intérêts divergents. Et à ce titre, elle mérite pleinement l'attention des sciences commerciales, mais aussi des sciences sociales dans leur ensemble. Dans un monde confronté à des défis sans précédent, changement climatique, transition technologique, reconfiguration géopolitique, la capacité à négocier des solutions mutuellement acceptables, ce que les entrepreneurs font régulièrement, apparaît plus crucial que jamais. Et pour terminer, je dirais que l'Académie des sciences commerciales qui m'accueille ce soir, par son engagement à élucider les mécanismes fondamentaux de l'échange, a un rôle majeur à jouer dans l'approfondissement de cette science de la négociation, et c'est avec enthousiasme que je m'engage à vos côtés à contribuer à cette mission collective.
Ah, tu as coupé ton micro. Voilà. Je crois qu'on t'entend toujours pas. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Non. Voilà. Ah, on n'entend pas le président. Mais pour l'instant, Jean-Paul n'a pas remis son micro. Non, Jean-Paul n'a pas remis son micro. Il nous entend Oui, peut-être pas. après Ça la y est, exposé. C'est ça y est, bon. c'est Voilà. Merci bon. Alain pour cet exposé qui nous a fait ouvrir des perspectives sur la négociation au-delà et combien au-delà du commerce, de la négociation commerciale. Et puis, bien sûr, qui nous a donné une idée de ton immense culture académique. Tout à fait. Tu as truffé ton discours de références prestigieuses, de prix Nobel, de chercheurs dans les différentes dimensions que tu as évoquées. Juste une précision, ça ne veut pas dire que tu sois constamment en train de planer dans des considérations académiques. Non, non, pas C'est du un tout. côté Oui. opérationnel ô combien notoire. À ce titre d'exemple, je citerai un ouvrage dont tu n'as pas parlé qui s'appelait Objectif Mars, qui Oui, a d'ailleurs été récompensé par l'Académie et dans lequel absolument. tu tirais les leçons des dizaines de futurs entrepreneurs de Polytechnique et d'HEC que tu as vu réussir plus ou moins bien. Donc, tu Absolument. as la tête dans dans les Dans les considérations étoiles. Oui. académiques et les pieds sur terre de l'opérationnel. Voilà, je tenais à C'est préciser ça, c'est ça. cela. Une fois que j'ai dit ça, merci encore. Et il y a sûrement des questions des personnes qui t'ont écouté, qui peuvent ouvrir leur micro plus rapidement que je ne l'ai fait. Oui, Jean-Paul, est-ce que je peux Nadia, ouvrir le voilà, bout? Nadia, membre de l'Académie. Alors, Donc, Nadia Antonin, donc, merci pour cet exposé. Belle revue de littérature. On a l'habitude de faire dans le monde académique. Je pensais bien que vous alliez parler de l'entrepreneur chez Joseph Schumpeter et de sa théorie de la destruction créatrice. Peut-être avez-vous eu connaissance en 2020 de l'ouvrage intitulé Le pouvoir de la destruction créatrice. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, ma question, c'est que le pouvoir de la destruction créatrice, mais notre confrère Jean-Paul Betbez parle plutôt de création destructrice. Alors écoutez, c'est un vrai débat. Alors pour le coup, puisque Jean-Paul parlait du fait que, enfin, évoquait le fait que je n'étais pas seulement un chercheur et effectivement un participant à ce monde académique, j'ai été entrepreneur et cette destruction créatrice, je l'ai vécue puisque en fait, l'entreprise que j'ai créée en 1990 s'appelait l'Annuaire Soleil. C'était le premier concurrent des pages jaunes de France Télécom. Et quand je raconte ça à mes étudiants, je prends un sérieux coup de vieux parce que les annuaires du téléphone ont disparu. Qui les a tués? Google. Les 50 milliards de dollars de recettes publicitaires sur la planète, tout pays confondu, qui constituait cette activité de page jaune, sont aujourd'hui à 95% dans les comptes de Google. Les quelques éditeurs d'annuaires qui subsistent, notamment en France, ont perdu en 15 ans 95% de leur valeur boursière. Donc on a là un processus de destruction créatrice, une activité, un pan entier d'activité que j'ai bien connu a été détruit par les entrepreneurs de Google qui ont effectivement accaparé le flux financier de ces recettes publicitaires et qui sont devenus par la même occasion la première entreprise de publicité du monde. Euh, est-ce que est-ce qu'il faut voir le bon côté ou le mauvais côté de ça? Moi, je suis fondamentalement optimiste et je suis effectivement dans une vision schumpeterienne, je dirais, Tout à fait. du Moi Schumpeter, aussi. numéro un, parce qu'on Oui, sait bien que dans la trajectoire
intellectuel de Schumpeter, il a terminé par nous expliquer que justement, il n'y aurait plus d'entrepreneurs à cause de la planification. Donc il y a eu une évolution très étonnante de la pensée de Schumpeter, qui à la fin de sa vie n'était plus du tout le chantre des entrepreneurs, mais était très Oui, pessimiste sur la fonction entrepreneuriale. Mais le cas que j'ai vécu, et je me limiterai à ça, mais le cas que j'ai vécu constitue incontestablement un progrès. C'est vrai que Google, quoi qu'on en pense et toutes les critiques qu'on peut faire sur le plan de la praticité de la recherche de commerce est évidemment mille fois plus pratique que ne l'étaient les annuaires papier et les pages jaunes. Moi j'avais contre France Télécom à l'époque, devenu Orange, introduit dans mes annuaires les plans, ce que Google a fait à très très grande échelle sur son moteur de recherche. Hein. Je rappelle qu'il a quand même photographié et cartographié toute la planète en lançant à la surface du globe les fameuses Google Cars qui ont photographié l'ensemble de la planète. Donc, ce gigantisme typiquement américain de Google, euh, aujourd'hui, nous rend service quotidiennement quand on branche effectivement notre application dans la voiture ou quand on se promène dans une ville pour s'orienter, pour trouver le restaurant le mieux évalué à proximité, etc. Donc formidable progrès avec tout de même une situation économiquement préoccupante, puisque, et c'est un peu la thèse de Bedbez, puisque en réalité, d'une situation très concurrentielle qui était celle des annuaires du téléphone dans le monde, on est passé à une situation très monopolistique, qui est celle de Google, avec derrière la stratégie de Google, ce que j'ai appelé avec ma collègue Véronique Nguyen d'HEC, une stratégie bambou, c'est-à-dire une stratégie de prolifération extrême, mais qui précède l'étouffement des concurrents, comme le bambou, lorsqu'il croît, étouffe effectivement toutes les plantes qui l'entourent. Et c'est un peu le cas de Google. Et effectivement, les économistes peuvent considérer qu'un certain nombre de très grandes entreprises entrepreneuriales, et effectivement le cas de Google, le cas d'Amazon, le cas de LinkedIn, conduisent à des monopoles, ce qui est évidemment le contraire du dynamisme entrepreneurial. Monopole, alors qui quelquefois incontournable quand il s'agit d'une société comme LinkedIn, parce que l'effet réseau crée un monopole presque naturel, mais beaucoup plus critiquable quand il s'agit effectivement de Google ou d'Amazon. Et là, il y a une préoccupation d'une forme de régulation de l'émergence entrepreneuriale qui, je crois, préoccupe les autorités concurrentielles du monde entier. Moi, je suis très favorable à la régulation concurrentielle parce que je pense que tous les économistes ont largement démontré que, et je l'ai là aussi vécu comme entrepreneur, France Télécom, qui était très gros et très puissant, a cherché à me tuer. Et je n'ai survécu que parce que l'autorité de la concurrence que j'avais saisie a plusieurs fois condamné Orange, oui. qui aurait rêvé de me tuer. Et donc, il y a un vrai sujet de réflexion sur aujourd'hui l'évolution de cette destruction créatrice qui est pour moi globalement positive, mais qui a effectivement un effet pervers qui est, on va dire, autant lié à la technologie qu'au phénomène lui-même, qui est d'avoir créé de gigantesques monopoles américains qui plus est, et qui aujourd'hui sont les premières entreprises du monde et ont une influence considérable sur la civilisation et sur, j'ai parlé de la négociation comme mécanisme civilisationnel, mais l'impact civilisationnel de Google, Amazon, Apple
et dans une moindre mesure de Facebook est absolument colossal. Donc, Tout à fait. Les big tech. Mm. voilà. Donc, vous soulevez une question qui est très importante et très large et qui doit être une réflexion importante que Jean-Paul Bedbez a initiée, mais qui est effectivement très, très importante. Je Merci. vous remercie beaucoup pour notre exposé et ce débat. Autre question? Ah, Est-ce alors, que, oui. Donc, est-ce que, Marc Benoun. oui, est-ce que la négociation telle que l'envisage, et c'est une négociation envisage Trump, n'illustre pas bien position affichée de départ, position de rupture, qui est le classique de la négociation? Alors, Trump est un redoutable négociateur. Il a écrit et alors il applique effectivement, je l'ai dit je l'ai dit rapidement dans ma conférence, il applique à la lettre ces principes de la négociation aux relations internationales, ce qui était quand même effectivement une grande nouveauté euh, et qui déstabilise le monde entier. Alors, on verra dans la durée comment il obtient des résultats ou pas dans les négociations internationales. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de brutalité derrière son processus de négociation qui est troublant, peut-être même inquiétant, mais qu'en même temps, pour l'instant, les actes, je parle au plan international, sur le plan purement intérieur des États-Unis, je pense que son attitude est plus préoccupante parce qu'elle est clairement dans une forme d'imposition et de négation des contre-pouvoirs qui est évidemment très inquiétante pour le fonctionnement de la première démocratie du monde. Mais au plan des relations internationales, je pense qu'il faudra observer dans la durée si cette nouvelle forme, parce que pour le coup, il instaure une nouvelle forme de négociation internationale, même si vous avez raison, elle répond au canon de la négociation pure et dure, mais toute la théorie des relations internationales avait fait évoluer cette théorie de la négociation internationale. Et là, on revient finalement à une négociation internationale qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une négociation commerciale et qui, dans certains cas, et d'ailleurs, a une arrière-pensée éminemment commerciale. Et je pense qu'il est encore un peu tôt pour porter un regard, en tout cas scientifique, sur, on peut bien sûr avoir une position politique, mais pour avoir un regard scientifique sur ce bouleversement, je crois qu'il faut attendre un peu de voir les résultats que vont provoquer ce comportement très particulier, repris par d'autres, malheureusement pas par les acteurs les plus démocratiques de la planète, mais repris par d'autres, je pense notamment à Netanyahou en Israël, et donc voir comment le monde évolue sous le coup de ce, en quelque sorte, presque retour en arrière de la négociation internationale pour revenir aux fondamentaux de la négociation commerciale pure et dure. Merci. On voit clairement qu'il y a une position affichée de départ extrêmement ambitieuse. Et puis après, il y a une position de rupture que je n'arrive pas à bien voir, mais je sais bien que tout se passe entre les deux. Oui, oui, et on voit bien que, que, que son discours de départ, mais il l'explique d'ailleurs très bien dans son livre, et donc il faut lire son livre sur la négociation parce qu'on comprend très très bien Trump à travers ça. Il est toujours effectivement dans la position très excessive au départ. Il considère que c'est le fondement même de sa vision de la négociation, ce qui n'est pas nouveau, mais ce qui est réaffirmé de façon assez originale et ce qui est pour le coup pratiqué de façon alors assez nouvelle quand même dans les relations internationales. Et une fois de plus,
on verra dans la durée, par exemple, sur le sujet du Canada, sur le sujet du Groenland, sur le sujet du Mexique, pour être dans la sphère euh, du nord, de l'hémisphère nord, mais aussi dans les autres relations avec la Chine, l'Extrême-Orient, l'Afrique, comment cette forme de négociation fonctionne sur le plan international, puisqu'au fond, c'est quand même un peu une première. Merci. Merci. Autre question? Moi j'en ai une, là, le temps que d'autres personnes réfléchissent. Au début de ton exposé, quand tu nous expliques qu'on est passé du prendre au vendre, je me suis imaginé une minute qu'on était passé de siècles passés ou de périodes passées où on avait tendance à prendre à aujourd'hui, on a tendance à vendre. Et je me suis dit, en fait, c'est pas forcément aussi simple que ça dans la chronologie. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore des États, des acteurs qui prennent avant de vendre, quoi, hein. Bon, C'est si on clair, pense à la Russie, bon, ils prennent et peut-être qu'ils vont vendre un jour, mais on s'interroge, quoi. c'est clair, c'est clair. Ce que dit Racklin, c'est finalement voilà, il y a une évolution qui est vraiment marquée à la fin du Moyen Âge, hein, vers ce qu'il appelle cette économie du butin, vers une économie négociée, une économie de l'échange. Mais il est tout à fait juste de dire, hein, que chaque jour, l'actualité nous montre que la tentation du prendre est toujours très forte. Et que naturellement, bah, justement, quand moi, ma lecture de cette situation, c'est que quand les entrepreneurs ne sont pas en rendez-vous pour créer de la valeur et donc effectivement utiliser la négociation dans le sens du progrès et du développement, et bien le recours à la force est très tentant. Et moi, je suis très frappé de voir que bah, le cas russe, hein, est assez typique. Les entrepreneurs sont totalement absents du paysage russe. Et donc, une certaine forme d'échec de l'économie russe entraîne la Russie vers la guerre. Et on voit bien que le cas de la Chine est intéressant parce que c'est une dictature, incontestablement, mais elle a su préserver les entrepreneurs. Il y a clairement des entrepreneurs qui créent de la valeur et on voit bien qu'aujourd'hui, les relations commerciales qu'on construit la Chine avec le reste du monde sont un frein considérable à l'agressivité de la Chine, à l'agressivité impériale de la Chine. Je pense que si la Chine était une dictature pure et simple comme l'est la Corée du Nord, elle aurait déjà déclaré la guerre et essayé d'envahir Taïwan. Elle est freinée par le fait qu'à Taïwan, il y a des concentrations très importantes, notamment dans le domaine, on le sait, des microprocesseurs et de toutes les technologies qui vont autour, qui rendent le contre-coup d'une guerre contre Taïwan, outre évidemment la réaction qui serait probablement celle des États-Unis, qui la rend commercialement très très dangereuse. Donc la Chine est probablement culturellement aussi impérialiste que ne l'est la Russie. Mais ma vision des choses, c'est que finalement, les entrepreneurs chinois, qui sont très dynamiques et qui ont été préservés en quelque sorte par la dictature chinoise, en quelque sorte jouent un rôle de frein dans l'agressivité impériale de la Chine, alors que ce frein n'existe pas en Russie. Et donc, le prendre, effectivement, ressurgit parce que le vendre et l'entreprendre ne fonctionnent pas. Très bien, très clair. Autre question? Alors peut-être que les gens sont ébahis devant. N'exagérons rien, n'exagérons rien. Non, mais je pense qu'il y a peut-être aussi l'heure et le fait que Ouais, moi, comme tu le sais, je suis une partie de mon temps importante en Suisse et je vous parle actuellement de Suisse
Et en Suisse, on mange à 19 heures. Donc voilà, il est presque temps de passer à table. Et certains en Suisse en sont déjà au dessert, parce qu'en Suisse, Non, en Suisse alémanique, non. on passe plutôt à table à 18 heures qu'à 19 heures. Tu es également professeur invité, je crois, dans une université. Oui, oui, à Fribourg, oui, absolument. Ah oui, d'accord. Ben, écoute, un grand, grand merci. Euh, et à nouveau, bienvenue dans notre cénacle, où on compte sur toi, peut-être pour nous tirer un peu vers le haut lorsqu'on sera trop au ras de l'opérationnel. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Bon, ben, je vais remercier les personnes qui, en dehors des académiciens, sont présents ici. Et puis, peut-être demander aux académiciens de rester une minute pour fixer le calendrier de nos prochaines réunions, s'ils le veulent bien. Et